On ne changera pas la société simplement en changeant la monnaie, mais on ne la changera pas non plus sans changer la monnaie. Cette citation est extraite du livre « Le pouvoir de la monnaie » dont nous recevons l'un des auteurs aujourd'hui. L'ouvrage rappelle l'importance de la création monétaire. Il explique qu'il s'agit là de l'un des enjeux démocratiques les plus importants du siècle et qu'il est indispensable de changer la monnaie et vite pour faire face aux enjeux de notre temps. Alors comment crée-t-on des euros ? Quelles sont les limites de ce système de création monétaire ? Comment pourrions-nous créer de l'argent autrement ? Comment s'en saisir collectivement ? C'est à toutes ces questions que l'on va répondre aujourd'hui dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Augustin Cerciron, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, diplômé de l'ESSEC, docteur en sciences économiques et en philosophie politique. Vous avez coécrit Le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société, aux éditions Les Liens qui libèrent, avec l'économiste Jésabel Coupé-Soubeyran et le sociologue de la monnaie, Pierre Delandre. Et donc aujourd'hui, dans cette émission sur Blast, on va parler création monétaire. Comment, selon vous, la monnaie constitue un levier majeur de transformation de nos sociétés, c'est ce que vous dites. Avant qu'on aille plus loin, peut-être que les gens qui nous regardent se demandent mais pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser aux questions monétaires ? Parce que ça peut paraître très technique, voire même un petit peu ennuyeux pour les personnes qui ne sont pas spécialisées en économie. Donc pourquoi, selon vous, est-ce qu'il faut s'attarder sur ces questions monétaires ? Pourquoi la monnaie est si importante ? Et peut-être même à quoi sert la monnaie ? Peut-être qu'il faut commencer par là. Oui, alors effectivement, c'est une question essentielle. La monnaie, je commence par dire qu'on a écrit ce livre avec l'idée d'essayer de le rendre vraiment le plus accessible possible. Je pense qu'il est accessible à peu près à partir de 2 ans. En tout cas, j'ai une fille qui a 2 ans et qui adore chercher le dessin de la baignoire dedans. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu jeune. C'est peut-être un petit peu jeune, mais en tout cas, on a essayé vraiment de définir toutes les étapes en partant de zéro. Voilà. Bon. Oui, ce que vous faites, c'est que vraiment chaque concept évoqué est expliqué, explicité, et pour quelqu'un qui n'y connaîtra rien, il faut s'accrocher, mais tout est dedans. Exactement. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'économie, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on veut rendre ce sujet accessible à tout le monde, parce qu'effectivement, la monnaie, c'est un enjeu essentiel qui structure en fait toute la société. Je pense que c'est l'institution la plus importante avec celle de l'État qui intervient dans tous les domaines de la société. Parce que l'État, il intervient, il réglemente, il fait des politiques publiques, des services publics dans tous les domaines, dans le champ sportif, artistique, familial, éducatif, etc. La monnaie aussi, elle intervient partout. Dans les échanges marchands, bien sûr, c'est comme ça qu'on paye nos achats, mais aussi donc les salaires, les cotisations sociales, les retraites, mais aussi c'est avec ça qu'on paye nos impôts, c'est avec ça qu'on paye nos amendes, c'est avec ça qu'on fait des dons à des associations caritatives, donc même le secteur non marchand dépend aussi des flux monétaires, et même le service public, même quand il est gratuit, quand vous allez à l'école publique, c'est gratuit, par exemple l'école du Littré, vous n'avez pas à payer, mais il faut bien payer les profs, et donc même ça repose sur la monnaie. Donc c'est vraiment quelque chose qui innerve toute la société. Et quand on manque de monnaie dans la société, tout va mal, alors que quand elle est abondante dans la société, tout va bien. Et on a tendance souvent à opposer un peu le secteur public et le secteur privé. Et en fait, on peut voir que quand la monnaie manque dans l'économie réelle, ça manque souvent dans les deux. Là, par exemple, sur le dernier quart de siècle, entre 1997 et 2020, on a fermé 22% des lits d'hôpitaux en France, alors qu'on a une population qui vieillit et qui augmente, et dans le même temps, on a 18,7% de mémoire d'emplois industriels en moins. Donc on a à la fois le secteur privé et le secteur public qui s'effondrent, on ferme des usines et on ferme des hôpitaux, alors que dans les 30 Glorieuses, c'était l'inverse. Et pendant le même temps, la haute finance, publique comme privée, va très bien. La Banque centrale crée de l'argent et peut savoir quoi en faire. Les banques savent pas quoi en faire et donc laissent ça en réserve à la Banque centrale. Donc c'est important finalement de comprendre vraiment d'où vient l'argent, qui l'a créé, comment, pour qui, dans quel but. Parce qu'après, ça va vraiment structurer l'ensemble de la société avec des impacts énormes sur notre vie quotidienne en permanence. Oui, ce que vous expliquez finalement au début du livre, c'est que les questions monétaires qui peuvent paraître très techniques, très éloignées de nous, sont en réalité directement liées à des décisions politiques qui ont des conséquences très concrètes sur notre vie quotidienne et que l'ensemble des mesures qui sont prises ou même des mouvements économiques qu'on peut subir dans certains cas sont liés aux questions de création monétaire qui, encore une fois, sont, je trouve, difficiles à appréhender pour la majorité, ou en tout cas, on n'a pas été éduqués sur ces questions-là. On est très peu formés là-dessus. On est très peu formés, c'est l'objet de cette émission aujourd'hui. On va peut-être reprendre la base, même si on l'a déjà fait dans quelques émissions à Blast, donc on vous mettra les liens en description. Comment est-ce qu'on crée
la monnaie, comment est-ce qu'on crée l'euro? Avant ça, j'aimerais juste redire, effectivement, il ne faut pas avoir une vision purement instrumentale, purement technique de la monnaie comme un simple objet qui va faciliter les échanges, parce que c'est vraiment une institution collective. Ça, c'est un truc absolument clé, c'est-à-dire que c'est le pouvoir souverain qui va définir l'unité de compte, et sans unité de compte, on ne sait pas comment évaluer les biens. Si on doit évaluer la valeur des biens en comparant la valeur d'un livre à celle d'une boîte de sardines, on est complètement perdu, et en plus, du coup, il y a autant de prix que pour chaque bien qu'il y a d'autres objets dans la société. Donc, vous avez genre 5000 produits référencés dans un supermarché, ça vous fait, je sais pas quoi, 225 000 prix pour chaque... à maîtriser, c'est impossible. Et puis c'est un moyen de paiement partagé qui n'est accepté par chacun que parce qu'il est accepté par tous. Donc c'est vraiment quelque chose de social, de collectif et de très politique. Très philosophique presque. Oui, de très philosophique et puis de collectif au sens où le néolibéralisme nous explique que tout peut fonctionner par le seul marché, mais même le marché, il fonctionne pas sans la monnaie. Si on n'a pas une unité de compte partagée, si on n'exprime pas il suffit d'aller dans une autre zone monétaire, on est complètement perdu quand on vous annonce les prix en roupies ou je sais pas quoi, on ne sait pas du tout si c'est trop cher, pas cher, si on se fait avoir ou pas. Donc c'est vraiment un langage commun, c'est un moyen de paiement reconnu par tous, et qui a une capacité de coordination extraordinaire. Parce qu'on se pointe dans une épicerie, on pose 2 € sur la table et on repart avec une tablette de chocolat. L'épicier, il ne connaît pas votre nom, il ne sait rien de vous, et il a exactement ce dont vous avez besoin. Et vous avez une interaction d'1 seconde avec lui, n'importe où dans le monde, et ça suffit avec de la monnaie. Donc c'est extrêmement puissant, et ça va structurer toute la société. Mais effectivement, c'est une question très politique dont il faut s'emparer. Oui, parce que ce qui crée, si j'ai bien compris, l'identité d'une monnaie, c'est la manière dont cette monnaie est créée. Et on aurait tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule manière de créer de la monnaie et que ça a toujours été comme ça. Ce que vous montrez dans le livre, c'est que non seulement il y a vraiment une grande multiplicité de types de création de monnaie à travers l'histoire, à travers le monde aujourd'hui, et nous, on s'inscrit dans un choix qui est un choix finalement très politique. C'est pour ça que j'aimerais donc qu'on revienne sur le processus de création monétaire de l'euro, puisque on vit dans la zone euro. Comment est-ce qu'aujourd'hui on crée des euros? Alors, effectivement, souvent les gens pensent que c'est la Banque centrale qui va faire marcher la planche à billets, donc elle imprime les billets. La Banque centrale européenne, chez nous. Oui, et puis il y a encore la Banque de France, etc. Mais oui, et donc qui imprimerait des billets, qui les donnerait à l'État, qui les dépenserait, je sais pas, auprès des fonctionnaires ou autres. Bon, les fonctionnaires, ils sont pas payés en billets. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, les billets, c'est 15% de la masse monétaire. L'essentiel, c'est les dépôts à vue qu'on a chacun sur notre compte courant. Et ces dépôts, ils sont pas créés par la Banque centrale, ils sont créés par les banques privées, les banques commerciales. Donc c'est le pouvoir privé qui a la main sur la création monétaire. En fait, les banques créent la monnaie à chaque fois qu'elles vous accordent un prêt, un crédit. Donc vous allez voir votre banquier, vous lui demandez, je sais pas quoi, 10 000 € pour acheter une voiture. Il va inscrire sur votre compte 10 000 €. Et c'est un simple jeu d'écriture comptable. Et donc il a créé à partir de rien cette monnaie qui n'existait pas avant. Et ça va être détruit au moment où vous rembourserez cet emprunt, ça détruit la monnaie. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un stock de monnaie fixe dans l'économie, il y a un flux de nouvelles monnaies qui est créé en permanence par des nouveaux prêts, et puis un reflux, une destruction de monnaie à chaque fois qu'il y a des remboursements. Donc c'est un peu comme une baignoire qui va se remplir d'un côté et se vider en permanence. Oui, on vous met le schéma à l'écran, puisque vous l'avez mis dans le livre pour essayer d'illustrer ça. Exactement. Justement. Et donc, ça veut dire que la masse monétaire, on n'a qu'un contrôle indirect dessus. Par les taux d'intérêt, on ouvre plus ou moins fort le robinet en augmentant ou en baissant les taux d'intérêt. On n'a pas un contrôle quantitatif direct, même si on essaye depuis la crise des subprimes, parce qu'on n'arrive plus à le gérer comme ça. Et puis ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée 1 € de monnaie supplémentaire dans l'économie, il faut 1 € de dette supplémentaire. Oui, ce que vous dites, que c'est vraiment un système qui est fondé sur la dette. C'est ça. Donc, idéalement, c'est un système qui est fondé sur le circuit monétaire dans l'idéal. C'est la banque va prêter de l'argent à une entreprise qui va mettre en œuvre un processus de production. Après, avec ça, elle paye ses salariés. Donc, l'argent va chez les ménages. Les ménages consomment, donc ça revient dans les entreprises. Et du coup, les entreprises peuvent rembourser les banques et la monnaie est détruite. Et quelque part, elle n'a existé que le temps où on avait besoin d'elle pour permettre la circulation de la monnaie. Bon, ça, c'est l'idéal. Dans la pratique, de plus en plus, notamment depuis les années 80, de plus en plus, c'est détourné vers de la spéculation. C'est-à-dire que les banques, elles créent aussi de la monnaie quand vous achetez un appartement, par exemple. Et là, c'est un appartement ancien, il n'y a pas de création de nouvelles valeurs, mais pourtant, si le prix de l'immobilier augmente en permanence,
la banque crée des crédits de plus en plus grands pour chaque nouvel acheteur et ça alimente une bulle spéculative. Et pareil sur les marchés financiers. Elles achètent des titres de dette, des obligations, de la dette de l'État, etc. Et ça crée de la monnaie et ça va gonfler une bulle. Et la monnaie ne circule pas dans l'économie réelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un vrai enjeu de savoir d'où ça vient et qui crée la monnaie et pourquoi. Et en l'occurrence, pourquoi les banques créent de la monnaie? Pour s'enrichir, pour faire des prêts à intérêt. Et donc, c'est vraiment une forme capitaliste de monnaie où il faut que l'argent créé doit créer de l'argent, quoi, en permanence. Dans ce système, on ne finance par la création monétaire que des actifs qui sont financièrement rentables pour les banques. Et donc, on peut se demander à quoi servent les banques centrales si ce sont les banques privées qui créent la monnaie? Oui. Alors, le truc, c'est que quand la banque crée la monnaie, bon, c'est un pur jeu d'écriture, très bien. Si vous faites un paiement avec les 10 000 euros qu'elle vous a inscrits sur votre compte courant, si vous faites un paiement à quelqu'un qui est client de la même banque, votre banque, elle raye 10 000 euros d'un côté, elle écrit 10 000 euros dans un autre compte. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de l'argent, donc ça reste dans une sphère de circulation interne à votre banque. Mais si vous voulez retirer des billets, là, la banque n'a pas le droit de créer elle-même les billets, donc elle doit en emprunter à la banque centrale. Ça, c'est son premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est si jamais vous faites un paiement à quelqu'un qui est dans une autre banque. À ce moment-là, votre banque doit payer l'autre banque. Et donc, comment elles se payent les unes les autres? Avec de la monnaie de la banque centrale, pas des billets cette fois, c'est une forme de monnaie scripturale, donc c'est aussi des dépôts à vue qui existent sur les comptes des banques à la banque centrale, ce qu'on appelle les réserves. Et du coup, là aussi, la banque centrale, c'est un pur jeu d'écriture, mais du coup, c'est-à-dire que la banque centrale elle-même prête de la monnaie centrale aux banques pour qu'elles se fassent leur règlement entre elles. Alors, la raison d'être de ce livre, c'est de souligner les limites de ce système de création monétaire que vous venez de décrire. Vous écrivez « Le problème réside dans le fait que l'argent n'est créé que pour financer des projets dégageant assez de rentabilité pour rembourser l'emprunt, typiquement pas un investissement vert, hospitalier, éducatif ou autre. Si la monnaie bancaire convient peu ou prou au financement des activités industrielles et marchandes, elle n'est pas adaptée au monde non marchand. Or, celui-ci crie famine, nécessitant d'importants investissements pour faire face aux défis écologiques et sociaux de notre temps. Est-ce que l'écologie, c'est la raison principale pour laquelle on devrait transformer notre monnaie aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la raison principale. C'est pas la seule. En fait, c'est pour tout type d'investissement qui ne peuvent pas être rentables, mais qui sont indispensables pour des raisons sociales, écologiques, sanitaires ou autres. Donc tout ce qui est indispensable mais non rentable ne peut pas être financé par des prêts à intérêt, simplement parce qu'ils ne dégagent pas les conditions de remboursement des prêts, parce que ça ne génère pas des flux de revenus. Bon. Alors là, il y a énormément de domaines en un sens. Nous, on insiste effectivement sur la transition écologique, qui est le grand sujet aujourd'hui, mais on peut penser, il y a 25 000 ponts en France qui sont en très mauvais état et qui risquent... qui crée des dangers de sécurité énormes, d'après un rapport du Sénat de 2019, et les communes n'arrivent pas à financer les réparations parce que ça coûte trop cher et ça rapporte rien, puisqu'on traverse le pont gratuitement. Mais pourtant, jusqu'à présent, on avait réussi à financer des projets d'intérêt public avec ce système de création monétaire. Oui, alors ça dépend aussi de l'évolution de tout le paysage institutionnel des finances publiques. Dans les 30 Glorieuses, on avait complètement mis sous tutelle publique la création monétaire par les banques. Déjà, c'était une époque de nationalisation massive et compagnie, et puis de planification, Et puis, on avait ce qu'on appelle le circuit du trésor, et puis un rôle beaucoup plus grand de la Banque centrale. Je me permets de renvoyer à une vidéo qu'on avait faite avec le journaliste Benoît Colomba, qui était venu nous expliquer sur le plateau de Blast précisément ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que le monde de la finance n'a pas toujours été lâché de cette manière-là, et que c'est aussi un choix politique d'en être arrivé là où on en est aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, on en est dans un système où la Banque centrale, en théorie, n'a pas le droit de financer les États. En pratique, elle le fait indirectement en rachetant leurs dettes sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché de l'occasion, et où, du coup, les États doivent se financer sur les marchés financiers. Et on est, en fait, face à ce qu'on appelle, dans le livre, un triangle infernal des finances publiques. C'est que, d'un côté, les dépenses sont contraintes en fonction des recettes, parce que le déficit public, donc la différence entre les deux, ne doit pas dépasser, d'après les traités européens, ne doit pas dépasser 3% du PIB. Mais en quoi est-ce que ça, c'est lié à la monnaie ? Parce que la question, c'est après comment on finance ce déficit. On pourrait simplement augmenter les impôts, mais on est dans un régime de libre circulation des capitaux, ce qui n'a pas toujours existé, mais qui fait qu'il y a une concurrence
concurrence fiscale. Donc, en fait, le capital est souverain. Voilà, il peut mettre en concurrence les États et aller vers le moins-disant fiscal. Donc, c'est très dur d'augmenter les impôts sur les plus riches et les multinationales, même si, évidemment, il faudrait le faire. Du coup, on est contraint, donc, niveau dépenses, mais aussi niveau recettes fiscales. Et puis, du coup, il reste la dette. Mais la dette, là aussi, elle est censée être très encadrée. On est censé pas dépasser 60% du PIB. Qu'on dépasse complètement, on n'est pas au double, mais enfin on est à 110%, 112%. Du coup, on se sert de ça en permanence, les néolibéraux se servent de ça pour faire un chantage à la baisse de la dépense publique, justifier des cures d'austérité. Et de fait, ça nous place dans une situation de dépendance par rapport au marché financier, parce que le rapport d'endettement, c'est un rapport social qui n'est pas neutre, c'est vraiment un rapport de domination, une forme de dépendance où on est obligé de suivre un peu la loi du créancier, en l'occurrence des marchés financiers. Donc, l'autre solution, on pourrait espérer, je sais pas, changer complètement les traités européens, et ainsi de suite, et revenir à une banque centrale qui peut prêter de l'argent à taux zéro à l'État. Nous, on va plus loin en disant, mais au fond, pourquoi même en passer par la dette, puisque de toute façon, on fait de la création monétaire tous les ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire en dehors de toute dette ? Oui, on reviendra un petit peu plus tard sur la question de la dette. Pour financer tous ces investissements qui, n'étant pas rentables, doivent être financés par subvention et pas par prêt, mais qui manquent de financement public dans le contexte actuel. La partie de votre livre que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle qui concerne l'histoire de la monnaie qu'on connaît très peu, très mal globalement. Et ce que vous nous expliquez, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Et que la création monétaire ne s'est pas toujours passée de cette manière. Donc vous consacrez des explications à 6 périodes distinctes, 6 périodes historiques, où vous évoquez le fonctionnement des différents systèmes monétaires qui sont en place à l'époque. J'aimerais évoquer le système qui est en place à l'Antiquité classique, avec les cités grecques. Quelles sont les caractéristiques de ces monnaies à l'époque? Qu'est-ce qui les distingue justement de la création monétaire d'aujourd'hui? Et puis pourquoi aussi vous êtes attardé autant sur cette question historique? Oui, alors on a effectivement un chapitre historique sur les 4 qui vise à faire comprendre 2 choses. D'abord, le fait que l'institution monétaire est extrêmement malléable. On a l'impression que la monnaie, c'est quelque chose de figé. Non, pas du tout. Ça a pris des formes extrêmement différentes au cours de l'histoire. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, les formes de monnaie sont en cohérence avec le type de société qu'on a, c'est-à-dire les formes du pouvoir politique, les technologies qu'on a, le type d'écriture qu'on a, le type de religion, de vision du monde, etc. Et que tout ça évolue de concert, et qu'à chaque fois qu'on a un changement d'époque, une vraie bifurcation sociale majeure, on a aussi une bifurcation monétaire. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé effectivement dans le passage de la haute antiquité à l'antiquité classique. On a vers 1600 avant Jésus-Christ, on a une invention monétaire majeure qui est l'invention des premières pièces d'or, enfin pièces d'électrum en l'occurrence, frappées. Alors, c'est-à-dire que avant ça, en Mésopotamie antique ou en Égypte antique, on faisait déjà des échanges marchands. On avait déjà la monnaie de compte, une unité de compte, pour évaluer les biens, etc. Mais les échanges passaient par de la dette avec des paiements en nature. Et les temples ou les palais avaient des grandes bureaucraties qui notaient les dettes sur des tablettes d'argile, et du coup, on gardait les créances des uns et des autres. Et on payait en nature après. Donc, il n'y avait pas de paiement monétaire. Et là, la Grèce, enfin, la Lydie, qui est dans l'actuelle Turquie, et puis à côté de la côte turque où il y a les cités grecques, donc ça se fait en interaction avec les deux, vont inventer, sous le roi Aliade II et son fils Crésus, qui est connu pour être riche comme Crésus, donc, ils vont inventer les premières pièces de monnaie, ce qui va révolutionner complètement le rapport à la monnaie et à l'économie en général, et après à toute la société. Pourquoi ? Parce que tant que vous avez un système de dette, il faut garder à vue les personnes à qui vous faites crédit. Et donc, ça repose sur de la confiance interpersonnelle. Et donc, vous faites des échanges, soit à un échelon très local avec votre voisinage, soit en passant par ces temples ou ces palais, ce qu'on appelle les grands organismes, qui centralisaient toute l'économie, et en fait, tout passait par eux. Presque tout. Et dans un système avec de la monnaie de paiement, les échanges peuvent être décentralisés complètement. C'est ce que je disais avec l'exemple de l'épicier tout à l'heure. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. Vous déposez la pièce, vous prenez ce dont vous avez besoin et c'est fini. Vous ne le revoyez jamais. Et l'échange a pu avoir lieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en lui spécialement. Vous avez besoin juste d'avoir confiance dans la monnaie. Donc c'est une étape absolument décisive qui va répandre les échanges marchands beaucoup plus en profondeur et créer une société civile beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus autonome du pouvoir central, et du coup qui va contribuer à l'essor de métiers différents, de manières de penser différentes. Ça va changer en profondeur les mentalités.
Alors, c'est pas la seule invention qui fait ça. À chaque fois, c'est de concert avec d'autres inventions. Par exemple, l'invention de l'alphabet qui arrive vers 800 avant Jésus-Christ, mais qui se répand en Grèce vers 650. Donc, on est à peu près dans la même temporalité à l'échelle de l'histoire longue. Et là aussi, ça va. L'alphabet, avant l'écriture cuniforme, c'est comme les caractères chinois, il y en a un par idée et pas par son. Et donc, il y en a plein à maîtriser. Donc, il n'y a que l'élite qui sait écrire. Alors qu'avec l'alphabet, on se met à avoir énormément de gens, et même des esclaves, qui savent lire et écrire. Et donc, ça transforme là aussi les mentalités. Donc, ça, et puis d'autres inventions, vont faire qu'on arrive à un nouveau type de société. Ça va aider à développer beaucoup le commerce. Et la mise en culture de nouvelles terres en Italie du Sud, beaucoup plus fertile, va créer le modèle de la plantation esclavagiste, avec une production agricole en monoculture qui est destinée à l'export et pas de la polyculture vivrière pour les paysans qui se nourrissent eux-mêmes. Et du coup, ça va créer des inégalités économiques énormes, avec des gens qui s'enrichissent beaucoup et d'autres qui s'appauvrissent. Et ceux qui s'appauvrissent tombant en esclavage pour dette massivement. Et ça va créer tellement de tensions dans la société qu'il va y avoir des réformateurs comme Solon qui vont prendre des mesures pour interdire l'esclavage pour dette, libérer les esclaves, etc. Et puis peu à peu, la cité athénienne va se transformer et aller vers la démocratie, en fait, parce qu'on va avoir des classes sociales nouvelles qui vont acquérir un rôle important dans l'armée et du coup dans le pouvoir politique. On a d'abord les grands propriétaires terriens ou les artisans ou les commerçants enrichis qui vont pouvoir se payer une armure. Donc ça, c'est la révolution hoplitique, les hoplites qui vont pouvoir combattre à pied sans faire partie de la noblesse, et donc les phalanges grecques qui vont se créer. Et à partir du moment où vous allez verser votre sang, vous avez votre mot à dire dans ce qui se passe dans la cité. Et donc, on va élargir le pouvoir à ces gens-là. Ça se passe un peu avant l'invention de la monnaie. Et puis après, même tous les paysans appauvris qui n'ont pas de revenus vont devenir les rameurs dans la flotte athénienne. Et à Athènes, c'est une thalassocratie, donc ils jouent un rôle essentiel dans le pouvoir militaire. Et donc, ils finissent par obtenir des droits politiques. Et donc, c'est la démocratie athénienne, où il y a toujours 200 000 esclaves pour 40 000 citoyens. Mais voilà. Donc, on voit que les évolutions monétaires, en lien avec d'autres évolutions techniques, l'alphabet, la cavalerie montée, tout ce qu'on voudra, va faire des transformations très, très profondes des institutions et des mentalités. Donc, on a la philosophie qui naît à cette époque, et on a Platon qui dit mais ça va pas du tout cette société marchande, il faudrait instaurer du communisme, y compris mettre en commun les femmes et les enfants, empêcher les dirigeants d'avoir des biens en propre, etc. On a les sophistes qui disent non, la loi du plus fort c'est très bien, vive le marché. On a Aristote qui dit qu'il faut réguler. Voilà, donc on a tout un bouleversement et un changement de société, et les transformations de la monnaie vraiment sont au cœur de ces changements-là. Et vous dites que le système de création monétaire que l'on connaît aujourd'hui, finalement, il n'a que 200 ans. Oui. En quoi il est spécifique par rapport au reste de l'histoire de la création monétaire ? Qu'est-ce qui le caractérise par rapport, par exemple, à la période antique ? Alors, la grande nouveauté, c'est qu'on s'est dégagé de l'or avec les sociétés capitalistes contemporaines, donc l'époque contemporaine, donc 19e, 20e siècle, puisqu'on se met à créer de la monnaie papier, les billets de banque, et puis de la monnaie scripturale, les dépôts à vue, sans être limité par un stock de matières premières comme l'or. Alors au début, c'était convertible, avec des réserves entières, puis des réserves partielles, et puis après on suspend la convertibilité, on y retourne, on la resuspend. Tout ça, c'est des évolutions lentes et complexes. Mais la grande différence, c'est que avant, la monnaie représentait un stock de richesses passées accumulées, un stock d'or. Maintenant, elle représente un stock de richesses futures. En fait, on crée de la monnaie en échange d'une dette, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en échange d'un capital, c'est-à-dire d'un flux de revenus futurs. Et donc, c'est le signe d'une société entièrement tournée vers l'avenir. De la même manière qu'en politique, avant, on avait la monarchie, c'est-à-dire la légitimité du souverain, c'est la légitimité traditionnelle, comme dirait Weber, de l'éternel hier. C'est l'ancienneté du sang royal, voilà, qui fait que, parce qu'on descend de la bonne lignée, on a le pouvoir politique, alors qu'avec un président de la République, aujourd'hui, on est élu sur un programme, sur un projet d'avenir. Donc, vous voyez, c'est toutes les mentalités qui se transforment dans la monnaie et dans la société en même temps. Mais alors, est-ce que c'est la monnaie qui a transformé les mentalités, ou est-ce que c'est les mentalités qui ont transformé la monnaie ? Les deux, c'est toujours les deux. Par exemple, Clarisse Ehrenschmidt, qu'on cite dans le livre, qui est archéologue, assyriologue, etc., va montrer que l'invention des pièces de monnaie va répandre énormément le calcul. C'est pas évident de savoir compter, mais ça le devient beaucoup plus quand vous avez à manier des pièces un peu au quotidien. Donc il y a vraiment des évolutions qui vont, de la monnaie qui vont transformer la société. Et en même temps,
les évolutions de la monnaie elle-même sont aussi une réponse à des besoins nouveaux qui émergent. Et donc, par exemple, financer la révolution industrielle au XIXe siècle, simplement avec les stocks d'or et d'argent qu'on avait, quelque part, c'est impossible. Donc, il a fallu créer des nouvelles formes de monnaie, c'est-à-dire prêter plus d'or qu'on en avait vraiment, et du coup, créer des dépôts ou des billets qui n'étaient pas entièrement couverts par des réserves. Et du coup, sans qu'on s'en aperçoive forcément, et petit à petit, ça crée des nouvelles formes de monnaie qui vont devenir progressivement de plus en plus importantes. Donc voilà, aux États-Unis, c'est au début des années 1870 que la moitié de la masse monétaire, c'est des dépôts à vue. Et puis dans les années 30, à 90%. Donc ça se fait un peu progressivement avec des passages qui sont parfois pas faciles à assumer. C'est-à-dire que souvent, on a eu peur de dire non, il faut continuer à ancrer la monnaie dans l'or. On a supprimé les talons, on l'a suspendu plus exactement, uniquement en 1914, parce qu'on ne pouvait pas financer la guerre en maintenant la convertibilité en or de la monnaie. Mais on était sûr qu'on y reviendra après. Et puis on a tardé. Puis en 1928, on y revient en France, mais à 1/5 de la valeur. Et puis en fait, 10 ans plus tard, il a fallu de nouveau le supprimer parce qu'il y avait la crise de 29 et qu'on n'arrivait pas à gérer. Puis et puis on a fini par abandonner ça complètement. Aujourd'hui, cette idée de la monnaie basée sur la dette, c'est ce qui domine à l'international. C'est le modèle. C'est complètement le modèle. C'est-à-dire qu'on a eu une phase où toutes les monnaies étaient fondées sur le métal. Ces nouvelles monnaies convertibles en métal, puis après, on suspend la convertibilité, sauf pour le dollar. Ça, c'est le système de Bretton Woods en 1944, après-guerre. Et en 1971, même le dollar, c'est impossible, on en a créé trop, c'est impossible de maintenir la convertibilité en or. Et donc, Nixon abandonne la convertibilité du dollar. Et depuis, on a des monnaies purement autoréférentielles. C'est-à-dire qu'on en crée simplement par des jeux d'écriture partout dans le monde. Et donc... il y en a qui sont puissantes, il y en a qui le sont beaucoup moins. Parce que du coup, ça repose que sur la confiance collective. Donc évidemment, dans des pays, des vieux pays qui ont des institutions très profondément ancrées, où la confiance dans l'or ou dans l'argent s'est déversée progressivement dans les billets, puis dans les dépôts, et puis en étant converti, puis après en l'étant plus, etc. La confiance s'est établie. Aujourd'hui, tout le monde a confiance dans l'euro. Sans problème. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Oui, ces questions monétaires peuvent être vraiment au cœur de crises politiques, quand on a notamment des crises monétaires. On l'a vu récemment avec l'élection de Javier Milei en Argentine, qui a fait du fait de baser la monnaie argentine, de la changer pour le dollar, sa grande promesse de campagne, et ça l'a quand même mené au pouvoir. Oui, et puis il n'a pas tenu sa promesse parce que c'est intenable. Mais oui, tout à fait. Parce que les Argentins ont plus confiance en leur monnaie. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est aussi du coup une idéologie libertarienne, très anti-État, où du coup le pouvoir politique veut se priver lui-même de l'outil monétaire en abandonnant sa propre banque centrale. Alors revenons à la monnaie, à l'euro. Vous écrivez: la monnaie des banques est une monnaie encastrée dans la dette, au sens où elle est issue des crédits qu'elles octroient et ne peut exister sans eux. C'est une monnaie marchandisée, louée et prise en location via des opérations de crédit à un prix, le loyer de l'argent, qu'on appelle le taux d'intérêt. En quoi ce système qui est basé sur la dette est-il un problème, si ce n'est le problème aujourd'hui selon vous ? Oui, alors la dette, ça pose problème à deux niveaux. Au niveau microéconomique, parce que à chaque fois qu'une banque crée de la monnaie, c'est pour un projet financièrement rentable pour elle. Donc ça exclut énormément de projets qui sont indispensables mais pas rentables. Et puis au niveau macroéconomique, parce qu'on accumule des dettes dans toute l'économie, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, les ménages et les entreprises. Bon, ces dettes sont soutenables, parfois avec des acrobaties institutionnelles comme les politiques non conventionnelles de la Banque centrale qui s'est mise à acquérir des titres pour créer de la monnaie en masse. Donc c'est comme si dans la baignoire, au lieu de bouger le taux d'intérêt, elle déversait des seaux d'eau en plus dans la baignoire pour avoir un contrôle quantitatif direct. Mais c'est déjà de plus en plus dur à gérer et on voit les banques centrales prises dans des contradictions de plus en plus compliquées. Là, par exemple, elles rémunèrent les réserves des banques pour lutter contre l'inflation à 4%, ce qui fait que ça coûte... je crois, 142 milliards d'euros par an, simplement de subventions données aux banques comme ça, pour rien, pour qu'elles laissent leur argent dormir à la banque. Et ça n'aide en rien à la transition écologique ou sociale. Bon. Oui, vous dites que la monnaie actuelle, elle est tournée vers l'accumulation capitaliste. Pourquoi employer ce terme ? C'est quelque chose qu'avait déjà vu Aristote, qu'évidemment Marx a repris, etc. La monnaie, au départ, on se dit, ça doit servir aux échanges marchands. Et c'est quoi un échange marchand ? On part d'une marchandise. C'est-à-dire que chacun, pour pouvoir avoir de l'argent, va vendre quelque chose sur le marché. Moi, je vends des heures de cours en tant que prof. Vous vendez votre métier de journalisme. Et
En échange, on obtient une somme d'argent et on peut acheter des marchandises de la même valeur pour cette somme d'argent. Donc l'échange marchand, au départ, il y a une marchandise, à la fin, il y a une marchandise. La monnaie n'est qu'un intermédiaire des échanges. Le capital, c'est un rapport social très différent. C'est inverser le rapport à la monnaie, c'est en faire le point de départ et le point d'arrivée. C'est vous avez une somme d'argent, donc déjà vous êtes riche au départ, donc il y a une question de classe sociale derrière. Et puis, vous utilisez cette somme d'argent pour acheter une marchandise qui va vous donner encore plus d'argent. Donc, vous achetez une dette qui vous rapporte des intérêts, vous achetez des bitcoins que vous allez revendre plus cher après, vous achetez un appartement qui vous ramène un flux de loyer, etc., des actions, voilà, ou le salariat. Vous achetez de la force de travail et après, vous récoltez le produit du travail des salariés et vous le revendez sur le marché plus cher et vous empochez des profits. Donc, c'est cette logique où l'argent doit faire de l'argent. Et c'est à cette condition qu'on crée de la monnaie aujourd'hui. Les banques créent de la monnaie si ça leur rapporte de l'argent, et uniquement si ça leur rapporte de l'argent. Donc c'est vraiment une logique purement capitaliste qui était au cœur, du coup, c'est pas étonnant que cette forme de monnaie ait émergé pendant la révolution industrielle. Elle a permis de financer toute l'expansion industrielle. Après ça, elle s'est tournée de plus en plus vers les marchés financiers quand l'ensemble du système capitaliste s'est financiarisé. Voilà, à chaque fois, les formes de la monnaie répondent à un projet de société, au fond. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le projet de société actuel, il touche un peu ses limites dans beaucoup de domaines, notamment écologiques, bien sûr. Et donc, il faut une vraie bifurcation monétaire pour pouvoir faire la bifurcation sociale et écologique. C'est la condition institutionnelle majeure, à nos yeux. Oui, vous écrivez cette phrase éloquente, « On ne changera pas la société simplement en changeant la monnaie, mais on ne la changera pas non plus sans changer la monnaie. » Donc c'est encore une fois pour ça aussi qu'on fait cette émission. C'est ni la baguette magique qui résout tout, ni quelque chose, un point aveugle dont on pourrait se passer. Il faut vraiment se saisir de cette question. Oui, mais donc ça implique, encore une fois, de s'informer sur ces questions. Voilà. Et vous proposez finalement d'ajouter un nouveau mode d'émission de monnaie, sans dette, sans achat de titres, de façon à ce que ça puisse se transformer en subvention pour les secteurs dont on a besoin aujourd'hui, c'est ça ? Exactement. Donc, effectivement, vous évoquiez la transition écologique. Enfin, on préfère parler de bifurcation, parce qu'on pense que c'est vraiment un changement de société qui touche tous les domaines, hein, quelque chose de très profond. Mais donc, effectivement, notamment les questions écologiques, énergétiques. Donc, prenons par exemple l'isolation thermique des bâtiments. Bon, y a les bâtiments privés, les résidences principales, il y en a 17% qui sont des passoires thermiques. C'est-à-dire que leur diagnostic de performance énergétique est classé F ou G, d'après la Cour des comptes. Mais il y a aussi les bâtiments publics. Il y a 400 millions de mètres carrés de rénovation thermique à faire en France, dans toutes les écoles. Et ça, c'est très concret. Hein. Ma femme est prof de philo. La semaine dernière, elle faisait cours avec son manteau parce que c'est mal isolé, mal chauffé. Et donc, des dépenses énergétiques qui partent dans l'atmosphère. Bon, rénover tous ces bâtiments-là, ça va coûter 500 milliards d'euros. Donc, c'est énorme, hein, c'est plus que ce que dépense le budget de l'État en un an. Le ministre de la Transition écologique appelle ça le chantier du siècle, et il va falloir le financer. C'est des choses... Alors, on peut faire un peu d'économie en isolant sur son chauffage, en isolant son bâtiment. Mais est-ce que c'est vraiment rentable ? C'est pas sûr, ou à très long terme. Et puis, il y a plein d'autres domaines où, là, on est sûr que c'est pas rentable. Donc, j'évoquais les ponts tout à l'heure. Il y a des tas d'autres sujets. Il y a tout ce qui est la biodiversité. Acheter une emprise urbaine, le foncier urbain, ça coûte très cher dans les métropoles. Si vous faites un programme de ville-éponge, par exemple. Les villes-éponges, c'est ce qui est conçu pour... c'est faire en sorte qu'il y ait de la perméabilité des sols dans les métropoles, avec des espaces verts, des lacs, des matériaux poreux pour les revêtements des routes. Ça, c'est indispensable pour drainer les eaux pluviales quand il y a des fortes précipitations. Il y a des fortes précipitations, il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et acheter une emprise urbaine pour raser ce qu'il y a dessus et faire un espace vert qui va rapporter aucun flux d'argent, ça peut être fait que par des subventions et pas par des prêts à intérêt. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle manière de créer la monnaie. Oui, donc on comprend en vous écoutant la nécessité de transformation monétaire majeure. Vous intitulez votre chapitre « La monnaie de demain ». Comment fonctionnerait en quelques mots cette nouvelle monnaie finalement ? Donc l'idée, ce serait qu'on aurait ce qu'on appelle un institut d'émission, puisque ce ne serait plus une banque centrale. Une banque, c'est une institution qui prête de l'argent. Donc s'il s'agit de créer de l'argent,
en la donnant et pas en la prêtant. Donc on appelle ça un institut d'émission, mais qui pourrait être logé dans la Banque centrale si besoin, pour notamment des raisons de compatibilité avec les traités européens. Donc cet institut d'émission déciderait de combien de monnaie il faut créer pour répondre aux besoins écologiques, sociaux, etc., sans évidemment créer trop de monnaie et sans qu'il y ait d'effet inflationniste. Dans le système actuel, quand même. Alors là, effectivement, dans ce livre, on ne propose pas une révolution complète, au sens où on ne prétend pas retirer tout pouvoir de création monétaire aux banques. On veut simplement rajouter un nouveau mode d'émission en plus du mode bancaire actuel. Un nouveau mode dédié au financement de tous les investissements indispensables mais pas rentables. Est-ce que ça risque pas de tout déséquilibrer de faire ça? Alors, il faut des outils de régulation. Donc, le système, l'Institut d'émission décide en regardant aussi les données macroéconomiques sur le niveau de l'emploi et du chômage, sur le taux d'inflation et la croissance, etc. Combien de monnaie on peut se permettre de créer et en fonction des besoins. Et après, ce serait transféré à une caisse européenne du développement durable qui allouerait les sommes à tout un réseau de caisses locales qui après sélectionnerait les projets à subventionner sur l'ensemble du territoire au plus près du terrain. Avec, nous, ce qu'on voudrait, c'est une gouvernance qui inclut vraiment toutes les parties prenantes de la société civile. Donc, les représentants des chambres de commerce et de l'industrie, des syndicats, des associations de défense de l'environnement, etc., des élus locaux, pour que, vraiment, ça réponde aux besoins de la société et que ce soit la monnaie de la société civile et pas ni des banquiers, ni des technocrates, voilà. Et à ce moment-là, sur tout le territoire, ils sélectionneraient les dossiers de demande de subvention qui pourraient venir aussi bien des ménages qui veulent faire isoler leur résidence ou acheter un véhicule électrique ou autre, que des entreprises. Il y a aussi des entreprises qui vont être obligées de faire des transitions radicales et qui peuvent compromettre leur rentabilité. Je prends juste l'exemple des industries du ciment et de la chaux. 60% de leurs émissions de CO2 n'est pas due à la source d'énergie qu'ils utilisent. Donc même si on met des éoliennes pour alimenter en énergie, ça ne change rien parce que 60% c'est le traitement du calcaire lui-même qui crée le CO2. Et à ce moment-là, sauf innovation dans un nouveau type de ciment, mais sinon la seule solution c'est de capter et de stocker le CO2 ou alors de se passer d'autres choses. Ça c'est une pure dépense, ça ne va rien rapporter aux entreprises en question et ça va doubler leur coût de construction. Et donc or on ne peut pas se passer de ces entreprises. Donc éventuellement, dans certains cas, même des entreprises, surtout de l'économie sociale et solidaire, mais éventuellement plus largement, pourraient déposer des dossiers. Et si c'est dans l'intérêt général et si c'est nécessaire, et si c'est pour des investissements qui ne sont pas rentables, mais qui sont indispensables. Et puis, bien sûr, les pouvoirs publics, les villes, les écoles, etc., les hôpitaux, y compris, encore une fois, aussi pour des questions sociales. On a 300 000 SDF en France, on a 3,8 millions de personnes mal logées. Il faudrait 100 000 logements sociaux de plus par an. Imaginez que... Il y a des investissements qui ont besoin d'être faits, mais... Quand on vous écoute, on se dit, mais c'est quand même de la monnaie en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation ? Alors, effectivement, ça, c'est une question importante. Quand on augmente la masse monétaire, il faut que le nombre de biens en face augmente à peu près au même rythme. Sinon, effectivement, s'il y a trop de monnaie dans l'économie, il y a de l'inflation. Donc, dans le système actuel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme une baignoire. Il y a de la monnaie qui se crée en permanence, mais en même temps, elle est détruite en permanence. Donc, on peut, en jouant sur le robinet, essayer plus ou moins de contrôler le truc. On y arrive très mal, mais enfin, d'ailleurs, on lutte très mal contre l'inflation aussi en ce moment. Mais au moins, il y a un mécanisme de reflux qui est prévu. Notre monnaie à nous, la monnaie volontaire qu'on veut rajouter à ce système-là et qui va se fondre dans la masse monétaire globale, qui sera complètement fongible et circuler dans toute l'économie après, elle n'a pas intrinsèquement un mécanisme de reflux puisqu'elle n'est pas émise par la dette, donc elle ne va pas retourner à l'émetteur. Donc, du coup, pour créer un mécanisme de reflux, on a imaginé un système de prélèvements fiscaux, en un sens, une compensation écologique sur les émissions de CO2 et les prélèvements de ressources non renouvelables, et puis une contribution monétaire, une micro-taxe soit sur les comptes courants, éventuellement, donc sur les stocks de monnaie, soit sur les flux financiers ou les flux monétaires. Quelque chose qui permet de faire circuler l'argent, de la faire revenir dans les caisses du développement durable qui après pourront refinancer des nouveaux projets, et si besoin, restituer de la monnaie à l'Institut d'émission, donc en détruire si on trouve qu'il y en a trop.
Et puis on détaille aussi sur plusieurs pages des différents mécanismes de régulation de la masse monétaire en jouant aussi sur les différents modes d'émission. C'est-à-dire on peut aussi augmenter les réserves obligatoires des banques si besoin. On peut faire l'inverse du quantitative easing. Donc ça c'est le mode d'émission un peu particulier qui s'est mis en place après la crise financière où les banques centrales se mettent à acheter des titres plutôt que faire des prêts aux banques. Elles achètent des titres financiers pour créer de la monnaie. Bon, elles pourraient en revendre pour au contraire détruire de la monnaie ou s'endetter pour en retirer temporairement. Donc en fait, on déploie tout un arsenal d'instruments très variés pour permettre une gestion très fine des différents flux. Donc, vous, ce que vous nous dites, finalement, c'est pas qu'il faut changer de monnaie, qu'il faut vraiment tout transformer, c'est qu'il faut modifier en rajoutant donc un nouveau mode d'émission. Est-ce que ça, c'est possible dans le cadre des institutions européennes actuelles? Parce que nous, on n'est pas que la France, on peut pas juste faire les trucs de notre côté. Ça se fait dans le cadre de la zone euro. Oui, dans le cadre de la zone euro, effectivement. Là, il y a un débat. Bon, en fait, techniquement, c'est possible. Grâce, je dirais, à une espèce de vide juridique. C'est-à-dire que les traités européens interdisent, c'est l'article 123 du traité du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui va interdire aux banques centrales de faire des prêts aux États, c'est-à-dire des découverts, des crédits ou d'acquérir tous les instruments de leur dette. Bon. Ça interdit aux banques centrales de faire. Déjà, bon, ça se faisait avant, ça a été interdit, mais mais on pourrait du coup revenir sur cette interdiction, mais ça demanderait de changer les traités, ce serait compliqué. Nous, on a essayé de développer une version de notre proposition qui soit une version à minima, c'est pas le plan idéal, mais enfin le plan B pour être compatible avec les traités si on n'arrive pas à les changer, en se mettant dans les interstices du traité. Parce que l'article 123 interdit des prêts aux États, mais interdit pas des dons monétaires aux États. Et puis là, de toute façon, il ne s'agit pas spécialement de financer les États, en tout cas, certainement pas le budget commun de l'État, mais de financer des ménages, de financer des associations, des communes, etc., et sur des projets précis et pas dans le budget général. Et là, ça n'a pas été interdit, tout bêtement, parce que sans doute personne n'y a pensé. Donc on peut se dire, en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. L'idée, c'est que cet article visait essentiellement à empêcher que les États s'endettent trop en pouvant emprunter sans fin à la Banque centrale. Là, c'est pas le cas, ça créera pas 1 euro de dette supplémentaire. Après, on peut se dire, oui, mais les traités visaient pas que ça, ils visent aussi à interdire qu'il y ait trop de création monétaire pour lutter contre l'inflation. Parce que, effectivement, l'article 127 du traité nous dit que la grande priorité de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix, c'est pas l'emploi, c'est pas la transition écologique, c'est qu'il n'y ait pas d'inflation. Et donc, est-ce que ça contreviendrait pas ? Là, en fait, on a l'exemple tout bêtement du quantitative easing, c'est-à-dire les politiques non conventionnelles que sont mises à faire. Alors la BCE, c'est massivement depuis 2015. Elle s'est mise à créer des milliards, des milliers de milliards, et à acheter comme ça des titres sur les marchés financiers, en achetant de la dette publique en plus. Alors, elle n'a pas directement prêté aux États parce qu'elle rachète des créances sur l'État à des gens qui ont... En fait, une banque, la Société Générale ou la BNP va prêter de l'argent à l'État et puis 5 minutes après, revendre sa créance à la Banque centrale. Donc, indirectement, c'est vraiment comme si la Banque centrale prêtait. Mais on a contourné pour vraiment respecter la lettre, même si c'est un peu contraire à l'esprit des traités. Et on a créé, par exemple, en 2016-2017, on crée 80 milliards par mois. Nous, là, ce qu'on propose, c'est même pas 20 milliards par mois. Enfin, on pourrait faire plus, et voilà. Mais donc, c'est dans des proportions qui sont tout à fait raisonnables. Pendant la crise sanitaire, on crée 140 milliards par mois comme ça. Là, nous, on crée sans augmenter la dette. On demande simplement qu'il y ait au moins 20 milliards par mois qui soient créés pour la transition, pour que ça serve pour une vraie bifurcation. Avec ce livre, vous espérez que des responsables politiques ou des candidats aux responsabilités politiques s'emparent de ces questions monétaires, s'emparent de votre proposition ? Oui, on espère, notamment avec les élections européennes à venir. Alors on ne veut pas être dans une incantation sur une autre Europe, alors qu'on sait que c'est très compliqué de changer les traités européens, il faut l'unanimité, etc. Mais les choses peuvent bouger, notamment en temps de crise. Donc
on peut voir comment ça va évoluer. Et puis, on a proposé quelque chose qui pourrait être compatible avec les traités. Il y a une dernière question sur les traités, c'est l'indépendance de la Banque centrale, qui n'a pas le droit de recevoir des ordres du pouvoir politique. Donc c'est pour ça que, dans le plan B, où on n'arrive pas à changer les traités, on propose un institut d'émission au sein de la Banque centrale, pour que, ça c'est l'article 130 du... Mais du coup, on traite ces questions pour que, effectivement, sans doute à la faveur d'une crise, c'est quand même souvent comme ça que l'Union européenne avance, on puisse se saisir de cet enjeu majeur, parce que le réchauffement climatique, la biodiversité, le social, le sanitaire aussi. Vous avez vu que l'hôpital Georges Pompidou on était réduit à faire la manche pour acheter un nouveau scanner, une levée de dons. Et ça, en France, on manque. Là, c'est un truc dernier cri, mais ils veulent acheter un truc à 1,4 million. Mais on manque de respirateurs artificiels, on manque de séquenceurs d'ADN, on manque de tout. Donc, c'est là qu'on comprend effectivement que les questions monétaires sont centrales. En tout cas, c'est le message de votre livre. Je rappelle que l'ouvrage que vous avez coécrit avec Isabelle Coupet-Soubeyran, Pierre Delandre, Le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société, est disponible aux éditions Les Liens qui libèrent pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, aller au-delà de cet entretien. Juste sur le site de l'éditeur, il y a l'annexe comptable qui peut être téléchargée, parce qu'il y avait une coquille qui s'est glissée dans l'annexe comptable, donc il y a une version corrigée avec les bilans bancaires, mais du coup, qui est aussi un outil pédagogique dont les profs d'ailleurs peuvent se servir pour enseigner ces questions monétaires. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Augustin Cerciron d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci à vous, merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et ne vous a pas paru trop technique. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que tous les entretiens diffusés sur la chaîne de Blast sont ensuite adaptés en podcast, puis publiés tous les mercredis sur les plateformes de streaming. Blast est un média indépendant, donc comme toujours, si vous voulez qu'on puisse continuer à faire ce travail libre d'accès, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.